Épisode 67 où Artémis fait ses premiers pas aux enfers. Résumé de l'épisode précédent. Artémis a confié ses biches à son neveu Aristée et elle s'est engagée dans le souterrain qui mène aux enfers. Elle vient d'arriver devant le Styx. Même si Artémis appartenait au monde des dieux, il lui fallait emprunter elle aussi la barque de Charon pour traverser le Styx. Était-ce la proximité avec les ombres des morts qui se pressaient dans la barque autour d'elle? Était-ce les aboiements féroces de Cerbère, le chien gardien des enfers que l'on entendait au loin? Était-ce le visage sinistre du vieux Charon dissimulé sous sa capuche? Ou bien cette eau noire et glacée dans laquelle les rames du passeur plongeaient régulièrement? Elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la peur, elle qui était pourtant immortelle. Oui, une de ces peurs qui viennent du fond de l'âme, qui vous glacent le sang, font claquer vos dents et trembler vos membres. « Mais que m'arrive-t-il » murmura Artémis. Tout près d'elle, l'ombre d'une très belle jeune femme la dévisageait. Artémis reconnut Phèdre et lui adressa un pâle sourire d'encouragement. Mais elle ne se sentait plus en capacité de protéger ni de rassurer quiconque. Artémis comprit soudain d'où provenait son malaise. Elle avait pour mission d'accompagner les femmes en train de mettre au monde leur enfant et les jeunes gens à passer sereinement la frontière qui les conduit à l'âge adulte. Mais elle détestait la mort qui pouvait à tout moment faire échouer ses missions. L'embarcation glissait sur l'eau du Styx, se frayant un passage dans l'épais brouillard. Seuls les soupirs et gémissements des passagers accompagnaient le bruit des rames de Charon. Tout près d'Artémis, deux ombres chuchotaient. « Tu n'as pas peur des trois juges, toi » murmurait l'une des voix tremblantes. « Non, répondait l'autre. Toute ma vie j'ai respecté les dieux et mon devoir d'hospitalité. Je n'ai jamais manqué de courage, mais surtout j'espère m'attirer la faveur des juges en leur rappelant que c'est grâce à moi que ma fille a inventé l'art. Car l'art permet de représenter les dieux. » Artémis sursauta. Elle était donc en compagnie de Butadès, le père de celle qui donna naissance à la peinture et à la sculpture. « Tu as de la chance, soupira l'autre. Toi, tu iras aux Champs-Élysées. Mais moi, qui n'ai rien fait de remarquable dans ma vie, ni bien ni mal, je vais m'ennuyer pour l'éternité dans la plaine des Asphodèles. » Butadès émit un petit rire réconfortant. « Allons, allons, ne sois pas si dépité. Cela vaut mieux que d'être expédié dans l'horrible Tartare. » Artémis frémit. Et si Hadès, pour se venger, avait expédié Asclépios au fin fond du Tartare? On approchait de la rive. Les gémissements des ombres se firent plus bruyants. Soudain, on aperçut la lueur d'une torche. Dans le halo de lumière surgirent trois monstrueuses têtes de chiens. Babines retroussées, crocs menaçants. Des aboiements rauques résonnèrent sur les parois de la caverne. « C'est Cerbère » crièrent les ombres affolées. Le chien à trois têtes était pourvu d'une énorme queue de dragon qui frappait le sol en un bruit impressionnant. Artémis sauta de la barque la première. La vue du gardien des enfers ne l'avait pas effrayée. Les animaux, elle les connaissait bien. Elle se dirigea droit sur lui, la paume de la main largement tendue. Cerbère gronda sourdement à son approche, prêt à bondir. Mais la déesse le fixa droit dans les yeux en lui parlant gentiment. Et au lieu de se jeter sur elle, le chien se coucha à ses pieds et se laissa même caresser. « Bravo, Serette » cria joyeusement une voix. « Tu es bien la déesse des bêtes sauvages, toi. C'est la première fois que quelqu'un dompte Cerbère. Même moi, je ne le touche pas. » En reconnaissant la voix pétillante d'Hermès, Artémis sentit fondre son anxiété. « Mais que fais-tu là, toi » lui demanda-t-elle. « Dois-je te rappeler que c'est mon boulot d'accompagner les ombres des morts jusque chez Hadès » répondit Hermès tout en les aidant à débarquer. « N'ayez crainte, je suis là pour vous conduire, » leur dit-il avec bienveillance en leur prenant la main. Les nouveaux arrivants s'engagèrent dans un long couloir sombre, guidé par Hermès, tenant bien haut une torche au-dessus de sa tête. « Suis-nous, Serette » cria-t-il à Artémis. « Je les dépose au carrefour des trois chemins, je suis à toi. Je suppose que tu viens rendre visite à tonton Hadès. Je vais t'accompagner. » Le couloir s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. Ils franchirent une petite rivière avec la consigne absolue de ne pas en boire une goutte. Sauf si vous avez des souvenirs si traumatisants que vous préférez perdre la mémoire, commenta Hermès en enjambant prestement le léthé. Lorsqu'enfin l'étroit couloir s'élargit, la petite troupe arriva à un carrefour. Trois vieillards dotés de longues barbes blanches étaient assis là, à la croisée des chemins. Hermès annonça alors d'un ton théâtral « Je vous présente les sages d'entre les sages. Les dieux les ont choisis comme juges en raison de leurs grandes vertus durant leur vie. Répondez honnêtement à toutes les questions qu'ils vous poseront et faites-leur confiance. Ils sont justes et vous enverront là où vous devez séjourner désormais. » Puis il fit mettre en rang les ombres et les salua.
Mon travail est fini, Sorette. Viens, suis-moi, dit-il alors à Artémis. Avant de s'éloigner du carrefour, celle-ci se retourna. Elle eut le temps de voir que l'une des premières ombres à être jugée était celle de Butathès, et qu'un juge lui indiquait d'un geste de la main le chemin le plus central, celui que bien peu de morts avaient la chance d'emprunter et qui conduisait aux Champs-Élysées. Asclépios avait-il eu cette chance? À suivre.